Bonjour à tous, bienvenue au 6e webinaire du cycle CAP 2030 sur les nouveaux modèles socio-économiques. Il va porter aujourd'hui sur les nouveaux modèles des aidants. Pour introduire ce sujet, posons quelques éléments de contexte. Un constat tout d'abord, un constat partagé. Face aux transformations systémiques actuelles, toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, s'interrogent sur leur propre modèle socio-économique. Depuis 15 ans, la recherche empirique du Rameau et de ses partenaires a permis de capitaliser une connaissance partagée au sujet des modèles socio-économiques d'intérêt général. C'est pour cela qu'en octobre 2020, nous avons lancé le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général avec nos partenaires, le ministère de l'Éducation nationale, la Banque des territoires, la Croix-Rouge française et le fonds ODD 17, pour passer de la connaissance à la compétence. Et pour les habitués du programme, ces webinaires se tiennent régulièrement le 3e jeudi de chaque mois. Et en 2022, une étape complémentaire s'ouvre avec un cycle prospectif en 10 escales. Ce cycle de webinaires s'intitule CAP 2030 vers de nouveaux modèles socio-économiques. En quoi consiste-t-il? Quel est finalement son objectif? Ce cycle, il permet de comprendre la diversité des modèles socio-économiques, à la fois par domaine d'action, par acteur, par territoire, et leurs interactions, pour finalement accélérer des solutions à la hauteur des enjeux posés par l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, les ODD. Nous avons jusqu'à présent abordé 5 domaines, le numérique, l'énergie, l'emploi, la mobilité et la santé. Et nous sommes rendus aujourd'hui à mi-chemin à notre 6e webinaire, CAP 2030 vers les nouveaux modèles des aidants. Comment va-t-il se dérouler ce webinaire? Il va comprendre 3 grandes temps finalement. Tout d'abord, une présentation de la recherche empirique, quels défis pour les aidants? Puis ensuite des regards croisés avec des acteurs complémentaires, Interfacia, le groupe Vive, l'ORS et Malakoff Humanis, et une mise en débat pour passer finalement de la diversité des actions à leur interaction. Et nous présenterons rapidement les prochaines étapes. Charles Benoît, je vous invite à nous présenter votre vision des défis pour les aidants. Bonjour à tous, merci beaucoup. Un plaisir de vous retrouver pour ce 6e webinaire du cycle. Alors, pour les habitués du cycle, vous savez que je vais prendre 3 temps qui correspondent aux 3 R de la méthode empirique du Rameau. Relire notre histoire sur au minimum une décennie, la relier à nos actualités et surtout aux priorités actuelles, et puis finalement comment réinventer ensemble les défis d'aujourd'hui pour pouvoir réussir l'agenda 2030. Alors, sur la question des aidants, la question a été au sujet du Rameau dès les années 2007, dès notre rencontre notamment avec l'AFM qui est devenue depuis l'AFM Téléthon, puisque vous savez que la première action de l'AFM en 1858, à l'heure de sa création, a été de créer et de faire reconnaître l'importance du répit pour les aidants, et notamment en l'occurrence sur les maladies chroniques. On a eu la chance aussi de rencontrer, de travailler avec l'Association française des aidants, avec le relais des aidants, et puis d'un point de vue des acteurs économiques, et notamment des groupes de protection sociale, avec Réunica, GDESA La Mondiale, après avec Generali, GPMA sur ces sujets-là, et puis avec Révélateur de richesse matérielle, et puis aujourd'hui Interfacia, on a eu l'occasion de suivre finalement l'actualité de cette question des aidants. Alors j'aimerais, sur cette décennie d'observation, faire un zoom sur le livre blanc sur l'innovation associative qui a été publié en 2017 suite à une étude auprès d'une cinquantaine d'associations dans le domaine des aidants qui avait été menée avec GPMA en 2016 pour justement comprendre comment ces associations appréhendaient la question de l'innovation associative. Il était alors ressorti 5 points importants et je crois que finalement, 7 ans après, il est intéressant de les remettre en avant. D'abord, l'importance de valoriser et de promouvoir cette innovation qui vient du terrain, qui vient des acteurs de terrain sur le sujet.
Deuxième point, de reconnaître les spécificités, elle est très complémentaire avec d'autres formes d'innovation, d'autres acteurs, et quelque part, elle ne s'oppose pas, mais se complète sur le sujet. Le troisième élément, c'est bien évidemment comment apprendre à valoriser et à accompagner ces démarches d'innovation. Vous savez, pour ceux qui ont suivi les précédents webinaires, qu'on a notamment souligné toute la démarche de processus d'innovation sociétale qui a été largement qualifiée dans les travaux de recherche empirique que nous menons. Le quatrième point est très intéressant. À l'époque déjà, donc on est en 2016, il y a une forme d'agacement des associations lorsque l'on veut opposer innovation sociale et innovation technologique. Et ça, c'était un élément tout à fait déterminant parce que finalement, ce que nous disaient déjà à l'époque les associations, on est en 2016, c'est qu'on ne peut pas opposer proximité et numérique. Au contraire, il faut bien évidemment les associer. Et ça, pour ceux qui ont suivi le premier webinaire, celui de janvier, sur la transformation numérique, bien évidemment, depuis lors, c'est quelque chose qui a été largement renforcé. On ne peut pas opposer finalement les solutions digitales avec les solutions d'accompagnement de la fragilité, notamment en proximité. Et c'est bien donc deux éléments qui se renforcent mutuellement. Et le cinquième point dont on peut se réjouir qu'il ait été résolu depuis, c'était le fait de faire émerger un droit d'expérimentation partenariale. Et là encore, pour ceux qui ont suivi les travaux notamment de la mission ministérielle d'accélération des partenariats stratégiques entre associations, entreprises et collectivités territoriales, savent qu'une proposition de loi a été déposée sur le droit d'alliance d'intérêt général à la mandature précédente. L'agenda parlementaire n'a pas permis de pouvoir le traiter lors de l'ancienne mandature, mais bien évidemment, il sera remis au bout du jour dans la nouvelle mandature que nous nous empresserons bien évidemment les uns et les autres de valider ce prochain dimanche. N'oubliez pas d'aller voter. En tous les cas, ce qui est très intéressant dans nos travaux de recherche, c'est que finalement, quand on travaille sur les aidants, c'est un domaine qui met particulièrement en valeur à la fois l'innovation associative, mais aussi la valorisation de l'articulation des complémentarités entre les différents acteurs et entre les différents moyens. J'ai parlé innovation technique et innovation sociale. On peut bien évidemment parler du lien entre l'ensemble des acteurs d'un écosystème et notamment sur les territoires. Alors, justement, ça nous permet de relier à cette question du modèle socio-économique et plus exactement à ce que veut dire un modèle socio-économique écosystémique. Et notre capacité à pouvoir le repenser avec un E pour pouvoir le repenser avec un A, bien évidemment, si nous ne comprenons pas les mécanismes de fonctionnement des différents acteurs d'un écosystème, il est absolument impossible de travailler sur un modèle socio-économique. Autrement dit, si nous ne comprenons pas à la fois la façon dont les citoyens, les collectivités, les associations, les fondations, les entreprises et les acteurs académiques fonctionnent, sur quels, finalement, piliers ils peuvent faire vivre leur action, eh bien, il est évident que nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est un modèle socio-économique et écosystémique. On est très focalisé, d'une manière générale, sur la compréhension d'un modèle socio-économique au sein d'une organisation, au sein d'une association, par exemple. Mais en fait, on est beaucoup moins habitué, on travaille beaucoup moins, et ça, c'est un véritable enjeu sur lequel, avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, nous avons engagé des travaux depuis 5 ans maintenant sur la question du modèle socio-économique écosystémique, c'est-à-dire ce qui articule l'ensemble des acteurs. Et pour ceux qui ont suivi le dernier webinaire, vous savez qu'a été lancée notamment depuis 5 ans une étude d'impact sur le faire alliance au niveau de la France, sur l'ODD 17, première étude d'impact au niveau d'un État dans le cadre de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, et que nous avons depuis mars commencé à publier les cahiers de recherche qui témoignent justement de ces résultats. Et il est vraiment important qu'on comprenne que nous ne trouverons pas de solution si nous ne comprenons pas les modèles socio-économiques des différents acteurs. Ne penser que la transformation d'un acteur, c'est ne pas comprendre que pour qu'une montre montre l'heure, il ne faut pas simplement qu'il y ait des bons engrenages, il faut que les engrenages s'articulent pour donner l'heure, dont l'objectif est de donner l'heure.
Donc, au-delà de la compréhension du modèle de chacun, ce qui est déjà absolument indispensable et qui a peu ou prou fait l'objet de notre cycle 2021, il était important d'appréhender l'approche écosystémique, c'est-à-dire l'alchimie des acteurs entre tous. Et ce qui est très intéressant quand on regarde sur la réinvention que ça nous demande, bien évidemment, cette question-là se pose sur les 3 piliers de tout modèle socio-économique. Que ce soit sur la question des richesses humaines, que ce soit sur la question des financements ou que ce soit sur la question des alliances. Je ne reviens pas sur ce que je souligne à chaque webinaire, que nous ne pouvons pas simplement observer l'équilibre de la maison, puisque c'est ce que signifie économie, simplement sur la question de la finance. On peut bien évidemment comprendre un modèle socio-économique qu'à partir du moment où on a une analyse fine de ces 3 leviers que sont les richesses humaines mobilisées autour d'un projet, les modèles de financement et les ressources financières pour faire vivre et pour alimenter ce projet, et les alliances qui permettent d'incarner finalement les liens entre le projet et son écosystème. Que serait le meilleur projet du monde en plein désert qui ne serait pas interconnecté avec les autres acteurs? Ça n'a juste aucun sens d'avoir des modèles socio-économiques qui seraient simplement auto-centrés sur eux-mêmes. Et donc, ce qui est intéressant quand on traite de la question des aidants, et c'est peut-être encore plus important quand on traite de cette question, c'est de remettre les richesses humaines et les fragilités au centre des questions de modèle socio-économique, au plus près des réalités de terrain. Et c'est pour ça qu'il n'est pas complètement un hasard que nous ayons choisi pour avoir le prendre soin au cœur de notre webinaire du mois de juin, puisque ceux qui suivent notre actualité savent que nous avons lancé il y a 2 jours la Fondation des territoires sous l'égide de la Fondation de Lille, et que bien évidemment, la première préoccupation de prendre soin, c'est de prendre soin de nos territoires, puisque nos territoires sont l'intérêt général à portée de tous, et que c'est bien le prendre soin de cette capacité à pouvoir agir ensemble qui nous permet aujourd'hui de valoriser l'engagement des aidants, qu'ils soient familiaux ou qu'ils soient professionnels, et de nous permettre de prendre soin des plus fragiles d'entre nous. Merci Charles Benoît. Alors, sans plus attendre, passons à présent à nos intervenants. Donc, comme à chaque webinaire, nous avons coutume de structurer autour un peu de 4 points cardinaux, un peu à l'image d'une rose des vents, pour nous montrer et nous éclairer une direction spécifique. Avec Interfacia qui va nous parler des besoins des personnes, le groupe Vive au sujet des nouvelles réponses, l'ORS par rapport aux enjeux des entreprises et Malakoff Humanis au sujet des alliances innovantes. Donc, ces interventions elles vont nous permettre d'illustrer également la capacité d'innover avec son écosystème. À l'attention du public, vous pouvez directement poser vos questions dans le fil questions qui s'affiche en bas à droite de votre écran. Chaque intervenant pourra vous répondre directement ensuite. Et bien évidemment, les questions du public pourront lancer l'étape suivante de la mise en débat. Alors, pour ouvrir cet échange, nous allons commencer par l'enjeu d'écoute des besoins des personnes. Pour en témoigner, j'ai le plaisir d'accueillir Gabrielle Gay, qui est fondatrice de l'association Interfacia. Gabrielle, pouvez-vous nous dire finalement comment articuler les besoins des salariés aidants et de leur écosystème employeur? Bonjour à tous, merci pour de donner la parole à Interfacia. En quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas Interfacia, ça a été créé suite à un accompagnement que l'on a fait qui a aidé une grande assurance à créer son appel à projet d'aide aux aidants. Et mon équipe l'a accompagné pendant 8 ans. Et c'est suite à ce diagnostic d'absence de réponse particulière, en tout cas en 2017, quand Interfacia est venu au monde, qu'on s'est positionné sur le sujet et qu'on a proposé un tas de ressources qui sont des ressources pour sensibiliser, des ressources pour former, des ressources pour agir et pour faire agir, et puis bien sûr des ressources pour accompagner de manière concrète. Bon, ceci dit, ce qui est le plus important pour les salariés aidants, c'est de distinguer en fait aide aux aidants et management de l'aidance. Alors pourquoi ça? Parce que en fait les aidants ne sont pas intrinsèquement fragiles. Ils le deviennent avec le temps, ou bien ils le deviennent quand leur situation n'est pas prise en compte.
Et ça, c'est vraiment important de le comprendre si on veut agir sur le sujet des salariés aidants. Quand on parle de besoins, puisque c'était la question qu'on nous a posée, le premier besoin des aidants, c'est qu'on prenne soin de la personne qu'ils aiment, de la personne qu'ils aident, et qu'on en prenne soin correctement dans toutes les dimensions qui est nécessaire, que ce soit sanitaire ou autre. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a à dire. Une fois qu'on a dit ça, qu'on se recentre sur l'aidant, ce dont il a besoin, lui, c'est notamment de la simplification administrative. C'est la première grande difficulté pour les aidants et pour les salariés aidants qui, du fait de leur emploi, sont souvent en poste aux heures d'ouverture des administrations. Donc, c'est pas pour rien que cette problématique est encore plus forte pour eux. Ils ont aussi besoin de temps pour faire les choses et puis de temps de répit. Ce temps de répit dont ils ont besoin et en même temps dont ils ont du mal à se saisir. C'est-à-dire que quand on est aidant, on a tendance dans la durée à s'oublier et donc même si on offre du répit à certains moments, c'est compliqué pour eux. Et puis enfin, je dirais dans ces besoins, il y a un besoin de vie socio-professionnelle qui vient pas percuter en permanence la vie d'aidant. Et dans l'univers du travail, ils ont besoin qu'on leur assigne pas justement ce statut, cette image de personnes fragiles. Et ça boucle la boucle avec ce que je disais au départ, qu'effectivement, c'est important que l'on parle de management de l'aidance, sociétalement parlant, professionnellement parlant, et pas seulement d'aide aux aidants. Alors, c'est la raison pour laquelle moi j'aime vraiment cette expression qu'on a propulsée en 2017. Ça évite de faire porter la responsabilité à une personne en particulier et de prendre en compte les salariés non aidants. Parce que eux aussi nous disent dans le cadre des études que l'on fait qu'ils se sentent concernés du fait d'une certaine empathie, sympathie, solidarité avec leurs collègues, mais ils savent aussi que ça peut leur arriver demain et du coup ils n'ont pas du tout envie que ce soit un sujet qui passe à la trappe. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi parce que c'est un sujet qui peut les impacter, et c'est ce que vous verrez dans les chiffres que je présenterai sur le baromètre Aider et travailler. Ils sont impactés à la fois négativement quand on ne s'occupe pas de la question en entreprise et positivement quand on met en valeur l'ensemble des compétences développées par les salariés aidants. Et quand je parle compétences, c'est compétences au sens large. C'est aptitude, capacité, savoir-faire. Et notamment depuis 2017 où on identifie les compétences révélées, c'est de la compétence organisationnelle, c'est de la compétence managériale, c'est de l'efficacité dans le traitement des priorités, etc., etc. Donc, bien sûr, le management de l'aidance, c'est prendre en compte les salariés aidants. Hein, ça va sans dire, même si c'est mieux en le disant quand on dit ce que j'ai dit précédemment. C'est aussi prendre en compte tout l'écosystème managérial, RH, qui lui aussi a des besoins pour traiter cette question, qui est une question sensible en entreprise. Parce que quand on dit il faut prendre en compte les besoins des salariés aidants dans l'entreprise, encore faut-il savoir approcher cette question, répondre aux besoins. Et lorsqu'on sait que le fil est pas facile à franchir entre vie personnelle et vie professionnelle sur des sujets comme l'aidance, c'est pas facile pour les RH et les managers d'aborder la question. Donc ce management de l'aidance, il est là aussi pour répondre à leurs besoins. Et puis enfin, la quatrième roue que l'on voit, c'est aussi cet impact social et économique pour l'entreprise, donc pour l'organisation en tant que telle. Et c'est de dire, eh bien, l'organisation, elle a besoin de tourner, elle a besoin de générer ses demandes de subvention ou son chiffre d'affaires selon l'écosystème auquel elle appartient. Et elle a besoin de durer pour répondre aux besoins qui sont ceux auxquels elle répond. Donc le management de l'aidance, c'est ça, c'est de dire on prend en compte la problématique de l'aidance et des personnes ensuite, dont les aidants, les salariés aidants et l'ensemble des RH, managers et autres collaborateurs de l'entreprise.
Et donc, pour bien répondre à ces besoins, eh ben, faut aller les identifier. Et c'est pour ça que dès 2017, on a créé le baromètre Aider et travailler. Alors, à la fois, Interfacia est très fier d'avoir créé ce baromètre et en même temps, on est très fier de dire qu'on l'a jamais fait tout seul. Parce que travailler aussi avec son écosystème, c'est le faire. En 2017, on a été entouré d'associations connues et reconnues sur le sujet. Et en 2020, on a été entouré de start-up et de structures qui interviennent également sur le sujet de l'aidance pour vraiment mélanger les points de vue, mélanger les idées avec des interventions comme le vice-président de la NDRH. Et ça, c'est vraiment important pour que l'ensemble de l'écosystème se saisisse du sujet. Et donc, ce baromètre Aider et travailler, il est fait là aussi pour lever certains stéréotypes qu'on peut avoir ou même pour se nourrir de chiffres réels. C'est-à-dire, tout le monde se disait à un moment donné, l'aidance, c'est surtout dans les grandes entreprises. Bah non, en fait. Quand on regarde, la barre, elle se situe à 250 salariés. Sur les tranches d'âge, c'est surtout les personnes qui ont un certain âge. Maintenant, en fait, il y a autant de collaborateurs qui ont moins de 49 ans que plus de 49 ans. Donc, voilà, c'est pour aller nourrir de réflexion. Et puis, parce que je voulais marquer cette intervention d'un chiffre, j'ai choisi les chiffres de 50%. C'est 50% des collègues et des managers travaillant avec un aidant qui sont impactés par l'aidance. Donc, dire qu'il y a 20% de salariés aidants, c'est qu'une partie de la question. Ça veut dire qu'il y a aussi le reste des personnes qui sont impactées à l'intérieur de l'entreprise. Donc, tout de suite, on monte à 30% des collaborateurs. Ne pas traiter ce sujet pour une entreprise quand on sait que ça touche 30% de ses collaborateurs, ça pose question. Ensuite, l'autre chiffre de 50%, c'est de dire que pour les aidants actifs sans emploi, ils sont 50% à se dire je ne peux pas retrouver un emploi à cause de l'aidance. Ça aussi, en termes de responsabilité sociétale, c'est extrêmement important. Et puis enfin, parce que ce baromètre-là, il veut pas seulement faire des constats, mais il veut aussi nourrir l'avenir, c'est de dire qu'est-ce qui se passe dans cette évolution de l'aidance. Et il y a 50% des aidants qui aident leur enfant ou leur conjoint. Alors dit comme ça, c'est déjà une grosse information, mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, quand ils seront en charge du vieillissement de leurs parents, ils seront dans la double aidance. Et déjà, être aidant, c'est pas facile d'une personne, mais quand on devient aidant de 2 personnes avec des problématiques de temporalité très différentes, c'est encore plus compliqué. Et ça, l'entreprise doit l'anticiper parce que ça va l'impacter. Je pourrais revenir, je vois le temps qui court, donc je vais enchaîner directement, mais je pourrais revenir dessus s'il y a des questions. Et puisqu'on parle de modèles socio-économiques, ce fameux MSE, l'hybridation des modèles socio-économiques pour Interfacia, c'est à la fois mélanger de la prestation de services, de co-construire des solutions, notamment avec des groupes de protection sociale, je vois le groupe VIF qui intervient aujourd'hui, et puis aussi partager de la valeur. C'est-à-dire que ce baromètre Aider et travailler que l'on fait, on assume ce coût depuis 2017 et on partage les données. Et on en a encore plus que celles qu'on partage et on est prêt à les partager parce qu'on avancera seulement tous ensemble. Et donc, pour donner un exemple concret de ce partage, de cette hybridation des modèles socio-économiques et ce que ça peut vouloir dire, je vous donne l'exemple de ce qu'on a vécu sur le territoire de La Réunion, où on a mobilisé, où le groupe de protection sociale et Crédit Agricole nous ont demandé d'intervenir pour mobiliser le territoire, pour les sensibiliser sur l'aidance, le management de l'aidance, les DRH, les dirigeants d'entreprise. Et on a réussi en pleine crise. Et c'est là où dire que le sujet, il paraît pas toujours prioritaire, mais quand même, il est important parce que même en pleine crise de la Covid, on a mobilisé 50 entreprises dans cette démarche-là. Ça veut dire que ça a permis d'avoir des chiffres sur le territoire, d'avoir des chiffres dans les entreprises, parce que tout le monde dit 20% de salariés aidants, mais est-ce qu'ils sont chez moi? Oui, on a vu qu'effectivement, ils sont bien chez eux, quelle que soit la taille de l'entreprise, on a entre 15 et 25% de salariés aidants. Donc, vous voyez qu'effectivement, sur des tailles très différentes, on a véritablement de la présence de salariés aidants qui se déclarent quand on leur demande. Et je pourrais revenir aussi sur cette question de se déclarer aidant de manière anonyme ou pas pour permettre d'agir. Et ça a généré en fait une approche territoriale très forte avec un guide qui a été co-construit avec l'ensemble des acteurs et qui a permis, dans le cadre de cette innovation, d'être reconnu dans le prix Entreprises et salariés aidants en 2021. Donc voilà, je laisse la place aux autres intervenants et j'aurai grand plaisir à répondre aux questions s'il y en a.
Merci Gabriel pour ce témoignage. Alors, après, on vient d'entendre finalement votre vision de l'écoute des besoins des personnes et notamment des aidants. Et nous allons nous pencher à présent sur la question des nouveaux services. Quels nouveaux services finalement apporter face à cette question sociétale? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Weishaupt, qui est chargé d'affaires publiques au groupe Vive, un groupe effectivement un acteur majeur du secteur, premier groupe de santé en France, second en Europe. Thierry, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement comment le groupe Vive développe de nouveaux services adaptés aux besoins? Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, peut-être 2 mots sur le groupe Vive, parce que ça explique aussi comment on a agi. Puis quand on dira service, vous verrez que je serai un peu plus large sur les réponses. Le groupe Vive, il y a un pan que beaucoup de connaissent, c'est l'assurance complémentaire, avec dans le groupe des assureurs complémentaires mutualistes, évidemment, comme Harmonie, comme MNT, comme la MGN. Donc, on a ce volet, effectivement, et on touche du coup de ce côté-là le côté financier, et j'y reviendrai. Mais on est un des premiers acteurs français en termes de soins et d'accompagnement. Et quand je dis soins et d'accompagnement, c'est à la fois la santé au sens strict du terme, le sanitaire, mais c'est aussi le médico-social, c'est l'accompagnement des personnes âgées, l'accompagnement de personnes en situation de handicap, c'est des crèches pour les enfants, etc., etc. Et donc là, on a tout un pan d'activité qui effectivement, alors là, pour le coup, ce sont aussi des services au sens un peu plus strict du terme. Et puis, on a, et ça c'est tout à fait original dans notre cas, nous avons aussi on s'est arrimé avec un groupe de logement social parce qu'on estime que parmi les sujets, la question du logement est importante. Et en fait, quand on parle des aidants et des aidés, souvent ils sont chez eux. Et le chez eux, il est absolument essentiel. Et en fait, à partir de cet écosystème, alors puisqu'on parle d'écosystème un peu original et qui tourne autour de la notion de santé OMS, c'est-à-dire un état global de bien-être, évidemment, on a été amené à se pencher sur la question des aidants, mais pas de manière séparée. J'ai bien aimé ce qu'a dit Gabriel. C'est pas, on commence pas par dire bon on va s'occuper des aidants d'un côté. Non, on a vraiment l'importance de ce couple aidant-aidé. Et donc les solutions qu'on apporte, elles doivent forcément tenir compte entre guillemets des deux. Alors des deux, il y a des fois c'est beaucoup plus large. Hein. Ça peut être une famille, ça peut aussi inclure d'autres personnes et j'y reviendrai. Et en fait, alors ce que je vais essayer de faire, c'est puisqu'on va le faire vite et puis après on aura l'occasion de discuter, c'est de vous donner les 4 grands axes que moi j'estime importants et qui vont rejoindre les besoins qu'a évoqué Gabriel, et ensuite parler de la notion de parcours, parce que je crois que c'est important aussi. Sur les 4 grands axes de service ou de réponse à apporter, il y a clairement évidemment un premier point, et c'est sur le premier sur lequel on nous interroge au niveau du groupe Vive, c'est la question financière. Parce qu'effectivement, il y a quand même un vrai sujet, et puis c'est un PLFSS, un projet de loi de finances, et qui est devenu loi de finances de la sécurité sociale récent, qui a réglé cette question-là en disant il faut aussi pouvoir permettre aux gens de prendre du temps sans perdre de revenus, ou en perdant pas tous leurs revenus. Donc il y a quelque chose qui a été mis en place à ce niveau-là. Donc de rémunération d'une allocation, on va dire, journalière pour les aidants. Et cette allocation journalière, les groupes complémentaires comme le nôtre peuvent aussi les compléter. Et là, on rejoint tout à fait l'idée d'un écosystème. C'est pas seulement un acteur, on peut être plusieurs à venir mettre en place quelque chose qui va servir. C'est aussi, quand on parle de ça, de la question de la retraite. Parce que des gens qui, à un moment donné, doivent travailler moins, Gabriel citait dans les chiffres de l'Observatoire le fait qu'il y en a quand même beaucoup qui sont à temps partiel, quelque part, les droits à la retraite, c'est aussi un sujet. Donc, il faut y réfléchir, il faut y travailler. Et ça aussi avec les entreprises ou avec les employeurs, puisque ça peut aussi être des employeurs publics. Premier axe, le côté financier. Et puis, il y a d'autres sujets. Le deuxième axe, c'est la santé. Et la santé de l'aidant, c'est fondamental. Comme ça a été dit, effectivement, par définition, la personne qui est aidée, c'est celle qui normalement est la plus fragile, mais on se rend compte que très souvent, l'aidant devient fragile. Et il y a des fois, d'ailleurs, il part avant l'aider, parce qu'il s'est épuisé, parce qu'il n'a pas pu prendre soin de lui. Donc, il y a 2 sujets là-dedans qui nous paraissent essentiels. Il y en a plein d'autres, mais 2 que je mets en avant. Le premier, c'est celui de la prévention.
c'est-à-dire de faire en sorte de vérifier quelles sont les fragilités pour justement éviter que la personne chute trop vite dans une de ces fragilités. Et par exemple, on a mis en place un système avec une de nos unions territoriales, si vous voulez, de nos activités de livre 3, comme on dit, dans la mutualité, c'est-à-dire de soins et d'accompagnement, pour accompagner des aidants et pas que des aidés sur la prévention avec un outil qui est celui de l'OMS, qui s'appelle ICOP, qui permet de détecter les fragilités des gens. Et on se rend compte qu'en fait, c'est extrêmement important et qu'il y a plein d'aidants qui disent « Ah bah oui, c'est vrai, j'avais pas fait attention ». Hein, donc ça, c'est un premier sujet. Et puis le deuxième, il a été cité aussi, c'est celui du répit. Hein, c'est l'importance de pouvoir effectivement à un moment donné se dire bon, je prends un peu de temps pour moi, je respire. Et là, il y a plein de solutions qui sont mises en place. Alors, on a nous dans nos établissements des places qui existent pour accompagner des personnes aidées et leurs aidants en termes de répit. On a par exemple aussi, alors ça c'est en Bourgogne qu'on a développé ça, un système qui permet effectivement d'accueillir en maison d'accueil hospitalière quand quelqu'un est hospitalisé pour pouvoir à côté être logé, etc. Bref, il faut prendre soin aussi de la personne et lui donner l'occasion de souffler parce que la charge mentale et la charge physique est importante. Troisième point, c'est évidemment l'aspect social. Et là aussi, ça a été dit. Premier type d'accompagnement, c'est éviter l'isolement. Et alors là, on touche peut-être un sujet qui, quand on parle d'écosystème social, c'est un très important dans des structures comme les mutuelles ou les associations d'ailleurs, c'est de faire en sorte que les pairs, ceux qui sont proches, puissent aussi accompagner que la personne ne soit pas isolée. Ça, c'est absolument fondamental parce que l'isolement… Alors, juste une anecdote, on était à Bourg-en-Bresse et on avait fait un atelier, on va dire, pour les aidants, pour leur expliquer un peu qu'est-ce qui était à leur disposition à travers le département, nous, d'autres, etc. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient là. Mais ceux qui sont venus, ils nous l'ont dit. Ils ont dit, mais on ne peut pas venir. Et donc, on s'est rendu compte qu'ils étaient isolés chez eux et que donc, même quand on leur apportait des solutions, ils n'avaient pas le temps d'aller les chercher, les solutions. Hein, donc, c'est un vrai sujet, celui de l'isolement. Et puis, évidemment, c'est l'adaptation du collectif. Alors, je ne vais pas beaucoup parler dessus parce que je pense que ça va être réabordé, mais c'est ce que disait aussi Gabriel, c'est le collectif, c'est le collectif aussi de l'entreprise, le collectif du quartier aussi, hein, mais de faire en sorte effectivement qu'au niveau du collectif, on tienne compte du fait que quelqu'un est dans une situation d'aidance. Et ça signifie à la fois pour la personne, et là on rejoint la notion d'empathie évidemment, mais c'est aussi faire en sorte qu'on se réorganise, y compris dans les équipes, pour faire en sorte que ça marche. Hein, et puis comme Gabriel, tu le disais, et que derrière, l'entreprise n'en souffre pas non plus, mais les équipes non plus. Hein, et là, il y a tout un travail d'ingénierie sociale à mettre en œuvre. Et puis moi, je rajouterais un dernier élément sur lequel on travaille et sur lequel il faut travailler avec les entreprises, c'est la valorisation des compétences. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure hein, sur la notion de capacité à s'organiser, de capacité à répondre à des urgences, capacité à prioriser les choses, etc. Donc, il y a aussi tout un aspect de valorisation de l'expérience et un aspect aussi de formation. Formation des aidants, formation des équipes, formation du management. Ça, c'est un peu tout ce que je voulais dire sur les 4 axes, je dirais en silo, entre guillemets. Mais autour de ça, en fait, il y a un sujet qui est majeur, qui est celui du parcours. Et c'est le parcours à la fois de la personne qui aide, mais aussi de la personne aidée. Et cette notion de parcours, elle est fondamentale parce qu'on a, comme ça a été dit, une première étape qui est la découverte de la situation. Et là, on a vraiment besoin d'être accompagné, notamment administrativement ou pour tout le reste, parce qu'on se dit, mais je fais quoi face à ça? Hein, donc, c'est une première étape. Après, on a assumé un certain nombre de crises et de changements sur lesquels il faut aussi pouvoir être accompagné. Et puis, dernière chose, il faut aussi accompagner après. Parce qu'on est aidant, alors soit la situation se termine bien et du coup, il faut reprendre le cours de sa vie, mais entre-temps, on a eu un déséquilibre dans sa vie, soit ça se termine, et ça arrive aussi par un décès ou par le départ d'une personne, et ben, il faut aussi redonner à la personne, l'aider à passer l'étape suivante, la vie continue. Hein. Et tout ça, ça fait qu'effectivement, il faut accompagner en termes de services. Et c'est là que je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de l'articulation des hommes et des technologies. Par exemple, quand on dit il faut accompagner les gens, bah, par exemple, la téléassistance.
pour faire en sorte que l'aidant puisse être un peu soulagé et avoir des outils à sa disposition pour accompagner. Premier exemple. Puis le deuxième exemple, c'est effectivement s'adapter aux étapes avec des gens qui vous écoutent, des assistantes sociales, des care managers, des gens qui sont à vos côtés pour vous aider à résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. C'est ce que fait notamment chez nous RMA, qui est l'assisteur du groupe Vive. Donc voilà un peu, alors c'est très rapide, hein, mais c'est brosser rapidement des types de réponses. Elles sont d'ailleurs pas toutes nouvelles, hein. En revanche, ce qui est relativement nouveau, c'est effectivement cette nécessité d'articuler le tout et de le voir dans une vision écosystémique familiale, aidant-aider, écosystémique au niveau des entreprises. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Charles Benoît sur l'écosystème global, que je me permettrai en plus de qualifier, mais c'est normal, je suis mutualiste, d'un écosystème qui est à lucrativité limitée. Parce que là aussi, il ne faut pas qu'on croie que ce sont des choses, parce que sinon, il y a des gens qui ne pourront pas être accompagnés. Hein, donc, il y a toute une réflexion aussi là-dessus. C'est aussi notre rôle, hein, nous, en tant que mutuelle, d'accompagner ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci Thierry pour cet éclairage. Donc on vient, après avoir écouté la compréhension des besoins et le dimensionnement avec les nouvelles réponses, passons à présent aux enjeux pour les entreprises. Pour en parler, on a le plaisir d'accueillir Lydie Recorbet, qui est chargée de mission engagement social et sociétal à l'ORS. Alors Lydie, est-ce que vous pourriez nous dire finalement quels sont les enjeux et les bonnes pratiques pour les entreprises sur ce sujet complexe et passionnant? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je suis déjà ravie de constater, mais j'en doutais pas, qu'en faisant intervenir une diversité d'acteurs sur votre Rose des Vents, on arrive, mine de rien, à des constats très partagés en termes de besoins et d'expression de solutions. Donc, je vais pouvoir rebondir et je vais essayer de ne pas être répétitive dans ma présentation. Alors, pourquoi le sujet des aidants au sein de l'ORS ? Je vais vous présenter brièvement l'ORS, Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, un bien grand nom, pour dire qu'on accompagne les organisations qui sont nos adhérentes dans la définition et le déploiement de leur politique de développement durable. Et on entend le développement durable comme étant un développement économique, environnemental, sur les questions écologiques évidemment, mais aussi sur les questions sociales et sociétales. Et c'est plus particulièrement, moi, de ces dossiers-là dont je suis en charge au sein de l'ORS. Et vous verrez que dans la façon dont on travaille avec nos adhérents, eh bien, on est au cœur un peu de ce système déjà d'hybridation, puisque déjà, on a une composition d'adhérents qui est très protéiforme. On a des grandes entreprises, on a des entreprises de plus petite taille, plutôt de taille intermédiaire. On a des organisations syndicales, des fédérations professionnelles, des associations comme le Rameau, qui sont membres de l'ORS, qui permettent de croiser les réflexions, les points de vue et les solutions, et de les partager aussi au plus grand nombre. Donc, il y a l'idée de pouvoir renseigner, informer, sensibiliser nos membres en premier. C'est ce qu'on a fait avec les aidants. Mais après, derrière, il y a un plus grand vaste projet de pouvoir diffuser à tous et toutes, à un large public, et vraiment de sensibiliser et d'apporter des solutions autant que possible. Et sur le sujet des aidants, bien, dès 2014, en fait, au travers des sujets qu'on traitait sur l'égalité femmes-hommes, donc la question de la conciliation entre la vie professionnelle, les responsabilités familiales et l'aidant c'en est une. Quand on parle de conciliation vie privée, vie pro, on est aussi sur des questions d'organisation du travail, de management responsable, de santé aussi, de prévention santé, ce qui a été très bien dit par mes interlocuteurs précédents. Eh bien, on a voulu travailler avec l'UNAF, qui représente l'Union nationale des associations de famille. On a voulu travailler ensemble sur ce thème pour accompagner au mieux des aidants qui, pour la très grande majorité, sont en situation de travail, d'activité. Et c'est pour ça qu'on a donc publié en 2015 ce guide en essayant de s'inspirer des bonnes pratiques des entreprises qui étaient à l'époque un peu précurseuses et très peu nombreuses, qui accompagnaient les aidants, qu'on a mis à jour ce guide, qu'on a donc publié un addendum qui fait le point sur toute la réglementation, parce que les droits, les dossiers administratifs sont complexes à monter, la réglementation évolue aussi au coup par coup, un coup de volant par-ci, un coup de volant par-là, une indemnité qui augmente, des congés familiaux qui sont révisés, plus simples à prendre, voilà.
Donc, pour accompagner les collaborateurs, on met à jour régulièrement ces documents. Et puis, on organise des événements publics, on participe à des événements publics lors qu'on nous le demande. Le dernier en date, pour ne vous citer que lui, on est membre de la plateforme nationale RSE, qui est un organisme qui est placé sous l'égide du Premier ministre. Et on a fait l'objet d'une saisine en septembre dernier de la part du gouvernement pour savoir comment on pouvait, dans le cadre de la stratégie nationale des aidants, comment on pouvait émettre des recommandations vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des partenaires sociaux aussi, afin d'essayer d'améliorer la situation des aidants qui se trouveraient aussi en activité, de les maintenir dans l'emploi, de permettre de valoriser leur travail, etc. etc. Donc tout ça fait l'objet d'un travail, d'un avis qu'on a remis en février et qu'on ne cesse de promouvoir, bien évidemment, pour qu'il soit repris et que cela porte ses fruits avec la prochaine mandature. Alors, parmi les évolutions notables qui font que les entreprises s'emparent du sujet, eh bien, ça a été très, très bien rappelé déjà par mes prédécesseurs, l'enjeu il est démographique. Il s'avère qu'on sera tous aidants un jour, au moins dans notre vie, voire plusieurs fois au cours de notre vie, voire même en même temps. Et que quand je dis au cours de notre vie, cela signifie du coup forcément aussi au cours de notre carrière professionnelle. C'est là que ça va commencer à interroger l'entreprise. Si on est plusieurs fois aidant au cours de son parcours professionnel et on voit que l'entrée dans les danses est en train de rajeunir, si les carrières s'allongent, forcément, chacun d'entre nous, collaborateurs, allons nous retrouver confrontés à la problématique. Donc, le manager, donc l'entreprise, l'employeur aussi doit se mettre en capacité d'anticiper ce type de situation et d'y apporter des réponses. Et le sujet, il est éminemment complexe du point de vue humain, ça a été très bien dit, c'est la question des fratries, du poids émotionnel que ça peut représenter. Évidemment, c'est un proche aimé dont on s'occupe en règle générale. Le cadre législatif, il est complexe aussi parce qu'on hérite en fait de deux cadres législatifs qui sont les lois issues du handicap et les lois sur le grand âge, la perte d'autonomie, et que les droits afférents ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes handicapé mais que vous passez l'âge de 60 ans, vous passez dans un cadre législatif qui est celui de la perte d'autonomie. Et en termes administratifs, évidemment, c'est pas simple pour les salariés aidants, ça n'est pas simple pour les aider, ça n'est pas simple non plus en réalité pour les entreprises parce qu'elles n'ont pas l'info elles-mêmes. Un service d'assistance sociale sera très en peine à Paris de vous aider sur les aides dont vous pouvez bénéficier dans la Creuse, surtout que le montant des aides peut dépendre du département dans lequel vous êtes. Et qu'en termes de territoire, on parle à la fois du territoire de l'aidé, qui peut être différent du territoire de l'aidant. Imaginez la complexité de la situation et de l'information à trouver et à apporter. Néanmoins, le sujet, il prend dans la société, et là, je vous ai mis, pour moi, les quelques étapes qui font que on prend conscience de l'enjeu. Alors, la réforme du statut d'aidant familial pour passer à la reconnaissance des proches aidants, c'est-à-dire sans lien du sang forcément, sans lien marital ou PACS, sachant qu'à peu près 30% par exemple des aidants sont des voisins. La crise sanitaire, évidemment, nous a fait prendre conscience à chacun qu'on était vraiment vulnérable. La réforme des retraites, de la longévité de carrière, ça a été aussi dit par mes prédécesseurs, ça va être un gros levier pour les aidants, en tout cas on l'espère. La prise en charge de la dépendance qui est à financer, ça pose la question de notre modèle de protection sociale. Les infrastructures, là aussi, je crois que ça a été largement sous-entendu sur la qualité des soins apportés et le mettre à disposition du plus grand nombre aussi. Ça fait vraiment question, ça fait question ces derniers temps. Je veux m'attarder sur le don de congé que je n'ai pas mentionné exprès alors que c'est le premier d'entre eux, le don de congé en 2014. Je vais vous citer cet exemple et vous expliquer comment on en est venu à légiférer sur le don de congé. C'est à l'initiative de l'entreprise Casino, dont le siège se trouve à Saint-Étienne dans la Loire, face à la détresse d'un collaborateur dont le fils était handicapé et en fin de vie et qui avait épuisé ses recours, qui devait s'absenter, mais les congés familiaux sont seulement indemnisés et faiblement indemnisés, n'avait plus de recours, que les collaborateurs, de manière individuelle, ont voulu se montrer solidaires. Casino a repris cette idée-là en l'intégrant, en faisant un sujet de dialogue social pour permettre aux collaborateurs de donner des jours, puisque le dispositif n'existait
jusque-là pas. Donc, ils l'ont inséré dans le cadre de leur politique de diversité, dans le cadre d'un dialogue social. Ça a été porté par les IRP. Face à un point qui fait débat sur le don de congé, qui fait qu'il repose sur des solidarités individuelles, l'entreprise a levé ce bouclier-là en disant nous aussi, on abonde au don de jours et on donne des jours nous-mêmes, on abonde sur le fond. Donc, on contribue à la solidarité et elle devient collective. Et face à cet élan, c'est le député de la Loire qui a décidé que, en définitive, l'idée était excellente et qu'il fallait pouvoir la pérenniser et l'inscrire dans la loi. Donc, vous voyez comment les alliances au niveau d'un territoire peuvent permettre de venir renforcer tout un cadre législatif national, et c'est là-dessus que je voulais insister. Donc, face à cette montée des enjeux, cette prise de conscience, on a quand même de plus en plus des entreprises qui se disent qu'elles doivent avoir et mettre en place ce management de l'aidance qui a été décrit et appelé de ses voeux par Gabriel. L'entreprise, elle peut être quand même un tout petit peu seule, encore une fois, face à la diversité des solutions, face à l'hétérogénéité des situations des aidants aidés, parce qu'en effet, c'est bien un couple qu'il s'agit de traiter. Par rapport à ça, il faut qu'elle prenne en compte tout son écosystème. Les acteurs internes, les IRP, je l'ai dit, mais les délégués syndicaux, les représentants du personnel au sein d'une entreprise, c'est une chose. À l'extérieur de l'entreprise, au sein d'un dialogue interprofessionnel au niveau des branches, trop peu le savent, mais il y a une obligation de négociation sur les aidants et peu s'en saisissent, alors qu'en réalité, ça permettrait d'orienter, de guider et de poser un cadre pour des entreprises de plus petite taille qui seraient couvertes par les branches professionnelles. La médecine du travail, l'assistance sociale, quand l'entreprise en a en interne ou quand elle preste, évidemment, ce sont des tiers de confiance qui peuvent se faire le relais des aidants et des managers et être un très bon intermédiaire. J'insiste sur un rôle, c'est celui des mutuelles. Et là, on en a deux présents avec nous. Ça a été dit, il y a évidemment la question de la santé, puisque l'employeur a une obligation de procurer une mutuelle à ses collaborateurs. Puis il y a la question de la prévoyance, des retraites, de tous ces contrats qui peuvent être proposer des services aux salariés. Et puis, c'est le rôle des associations qui viennent justement mailler le territoire et apporter des réponses quand l'aidant ou l'aidé sur son territoire n'en a pas. Ils ont l'expérience via d'autres aidants. Ils ont les contacts aussi et c'est un bon relais, un relais vraiment très, très puissant, particulièrement sur cette question de l'aidance, sur lequel les entreprises doivent s'appuyer et elles doivent, quand elles mettent en place un management de l'aidance, elles doivent absolument se rapprocher des associations qui sont sur le territoire. C'est plus facile ainsi. Et c'est avec tout cet écosystème que l'entreprise, on peut faire bouger les lignes et mettre en place et tenter de mettre en place et plaidoyer pour des politiques publiques qui soient plus systémiques et qui prennent l'aidance dans son ensemble, aider. Voilà ce que je peux en dire et puis après on répondra aux questions dans le chat. Merci Lydie et merci également pour ce rappel amical à l'attention du public. Je pense que chacun de vous est extrêmement pédagogue, mais si dans l'audience il reste des questions, n'hésitez pas, vous avez le fil questions que vous pouvez utiliser pour ce faire. Alors, on vient d'entendre après les enjeux des entreprises, après l'écoute des besoins des personnes et finalement quelles nouvelles réponses apporter. Je vous invite à découvrir à présent le levier des alliances innovantes. Pour en témoigner, on est ravi d'accueillir Isabelle Blaevouet, qui est directrice innovation sociale du groupe de protection sociale Malakoff Humanis. Isabelle, pourriez-vous nous dire finalement comment les alliances font émerger de nouvelles solutions au plus près des réalités de terrain ? Bonjour à tous. Donc bien sûr, j'adhère complètement à l'ensemble des constats qui ont été faits précédemment, que ce soit sur les besoins, la difficulté d'accéder aux aidants, les besoins de valorisation, les problématiques de fragilité qui s'installent. Enfin, je pense qu'on a tous les mêmes constats et bien sûr, on cherche aussi des solutions, alors de manière plus
plus ou moins différentes. Donc moi, je vais me centrer effectivement sur la notion des alliances, comment on noue des alliances, comment nous on opère sur à la fois le territoire et le national pour faire émerger des solutions dites innovantes, alors avec toute la modestie qu'on peut mettre derrière la notion d'innovation. Hein. L'innovation peut être parfois très simple. Je me livrerai un petit exercice de présentation toutefois préalable que peut présenter le groupe Malakoff Humanis, qui est un groupe de protection sociale. Donc on a de grands métiers hein, qui sont l'assurance de personnes avec la prévoyance et la santé. On couvre aujourd'hui à peu près 10 millions de personnes, hein, assurées et personnes ayant droit, pour 400 000 entreprises aussi. Et puis un autre grand métier qui est la retraite complémentaire, donc qui est une activité d'intérêt général qui nous est déléguée par l'Agirc Arrco, où là c'est près de 16 millions d'allocataires, donc des retraités, et de cotisants, donc des salariés, et plus de 560 000 entreprises qui sont accompagnées par, enfin qui sont gérées par le groupe Malakoff Humanis. Donc vous imaginez le nombre d'aidants qu'il peut y avoir, que ce soit en aidant actif ou en aidant retraité parmi ces populations. On est un groupe paritaire et mutualiste. Alors, pourquoi je viens là-dessus? C'est pas pour faire la promotion du groupe Malakoff Humanis, mais pour expliquer qu'une partie de notre performance, elle est vraiment mise au niveau de l'utilité sociale et de l'impact social. Notamment, on a à peu près un budget de 160 millions d'euros qui est consacré à l'accompagnement des personnes fragiles. Et cet accompagnement, on a donc eu des actions sociales au sein de notre groupe, une action sociale qui émane de la retraite complémentaire, une action sociale de l'assurance. C'est à peu près, comme je le disais, pour l'action sociale retraite, c'est à peu près 260 collaborateurs qui sont sur ces thématiques. Et j'aime à dire qu'on a deux grands métiers au sein de cette action sociale, et j'arrive là directement à notre sujet. On a un métier qui est de faire du social, donc d'accompagner des personnes fragiles, donc de faire des démarches d'abord d'écoute, conseil et d'orientation quand on n'a pas les solutions internes, ou d'accompagnement des personnes. Et cet accompagnement, on le fait soit avec nos moyens propres, on est opérateur, ou on le fait avec des partenaires, donc qui sont plutôt des partenaires prestataires qui répondent à des cahiers des charges, etc. Donc ça, c'est le premier volet de notre métier en matière d'action sociale. Et puis, on a un deuxième métier qui est vraiment l'innovation sociale. En fait, notre objectif est vraiment de favoriser l'émergence de solutions donc en territoire ou au national. Et pour cela, on a d'abord une direction innovation qui embarque deux grands volets, les expérimentations et les partenariats. Donc le volet partenarial pour nous est un volet d'innovation, ça c'est certain. Et puis on a au niveau des territoires ce qu'on appelle la terminologie, ce sont des référents ancrage, mais bien sûr, ils n'incarnent pas seuls cette mission, dont le métier est d'aller aussi repérer, accompagner et aider à l'innovation dans les territoires. Donc ça, c'est important de l'expliquer parce que ça permet d'illustrer, donner de la légitimité à mes propos suivants. Donc nous, des alliances, on en fait régulièrement. Je ne dis pas qu'on les fait toujours très bien, mais on en fait en tout cas régulièrement. Et on s'adresse, ces alliances, on les fait à la fois avec des toutes petites structures, et puis parfois aussi avec des plus grosses structures, des plus grosses associations. Donc on a des alliances qui sont vraiment de nature très différente. On peut et qui répondent aussi à des enjeux très différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir des alliances qui sont ce que j'appelle des alliances d'inspiration. C'est-à-dire qu'on a rencontré à un moment une structure sur le territoire ou au national, et puis on s'est dit, bien, tiens, là il détient une compétence, un savoir-faire qui nous inspire et qui permet de répondre à un besoin qu'on a identifié, soit là aussi à l'occasion des diagnostics dans les territoires ou parce qu'on a des études et qu'on a chacun des convictions. Et donc on a des alliances de type inspiration où on va travailler en coopération avec un partenaire
pour faire émerger une solution. J'ai un petit exemple. On rencontre, il y a plusieurs années maintenant, de jeunes entrepreneurs qui ont développé une communauté autour des seniors parce qu'ils croient beaucoup à l'intergénérationnel et qu'ils ont envie de développer des coopérations. Et donc, ils ont cette communauté qui est une communauté de réseau social et qui nous inspire parce qu'on se dit, ils sont capables d'animer une communauté. Et dans cette communauté de seniors, il y a forcément des aidants. Et donc, on a travaillé avec eux pour créer une communauté autour de l'aidance qui permet entre pairs de témoigner et nous, progressivement, de les orienter vers les solutions. Donc, c'est pour nous une manière d'aller les capter, alors pas au sens commercial du terme, on est bien loin de ces préoccupations, mais d'aller les capter parce qu'ils sont là, ils parlent entre pairs et ils identifient à ce moment-là que des solutions sont possibles et à ce moment-là, on peut les orienter progressivement vers des solutions. Donc là, on a une alliance vraiment qui est une coopération d'inspiration parce qu'on part d'un savoir-faire, d'une idée d'un côté pour pouvoir nourrir, nous, un besoin qu'on a identifié de notre côté. On a après des alliances sur le parcours. On parlait tout à l'heure du parcours. Nous, on a un bout de la solution, on est un opérateur sur un tout petit bout de la chaîne de valeur et on peut avoir des alliances pour fluidifier le parcours. Et après nous, qu'est-ce qui se passe et avant nous, qu'est-ce qui se passe. Donc, on a des alliances avec des opérateurs qui pour le coup, sont plus structurés. On a les Frères des Pauvres, on a Unicité, c'est des acteurs qui ont déjà une dimension nationale et qui vont nous aider collectivement, pas que nous, mais eux aussi, en tout cas tous ensemble, à élaborer un parcours qui va être plus fluide parce qu'on a un millefeuille de solutions et que c'est très complexe, on l'a évoqué tout à l'heure, de s'orienter dans ce parcours, dans les différentes solutions, qu'elles soient au niveau du territoire. Voilà, donc on va construire un référentiel de plateforme de répit avec un partenaire, mais c'est sa solution, mais on va favoriser l'émergence de cette plateforme de répit. On va travailler avec un partenaire en territoire pour l'aider à développer des solutions de répit en local. Donc, on travaille à la fois en amont, en aval, pour fluidifier un parcours et permettre que le parcours puisse s'établir. Donc là, on a des alliances qui peuvent être vraiment multipartites parce qu'on va travailler à la fois avec le conseil départemental, l'ARS, l'établissement et puis nous-mêmes, pour fluidifier, comme je le disais, le parcours, financer, favoriser des émergences de solutions, que ce soit en local. Et puis ce qu'on va chercher à chaque fois, alors la réponse n'est pas toujours oui, mais c'est est-ce qu'il est possible de modéliser et d'essaimer la solution? Si elle est intelligente, si elle a prouvé son effet avec la mesure d'impact, est-ce qu'on va être capable de la répéter, alors soit avec un autre partenaire ou en permettant à ce partenaire de se développer. Donc on a toujours une question qui est la capacité à essaimer ou à modéliser pour dupliquer. Ça c'est systématique pour nous dans nos alliances. Donc, soit en permettant aux partenaires de lui-même de se développer, soit en allant chercher nous-mêmes des autres partenaires. Voilà une partie de ce que je pouvais dire. Donc, on a de fait des partenaires, comme je le disais, qui peuvent avoir des tailles différentes, qui peuvent avoir aussi des structures. Donc, on peut avoir de jeunes entrepreneurs et vraiment qui n'ont même pas encore lancé leur structure. Et là, on va les aider à travers du crowdfunding, par exemple. Ou on peut avoir des jeunes startups à qui on va permettre aussi de l'accès à l'incubation. Pour pouvoir changer d'échelle, grandir. Et puis après, on a des partenaires qui comme je le disais, sont déjà de taille intéressante. On a des associations, on a des sociétés anonymes, pas toujours avec l'agrément ESUS, mais effectivement, comme on le disait, mais toujours avec quand même une volonté de lucrativité qui est plutôt basse et qui est quand même beaucoup plus tournée vers l'intérêt général. Donc c'est le point aussi de contrôle en amont que l'on a, c'est est-ce que on partage au minimum les mêmes valeurs. Alors si je voulais ouvrir un peu le débat, c'est de se dire nous on a beaucoup cherché je suis pas sûre qu'on l'ait trouvé, mais notre modèle pour donner un cadre à tout ça.
parce qu'un simple cadre juridique, comme on a l'habitude de le voir, avec une convention, un modèle économique, des contreparties économiques, n'est pas du tout adapté à la solution. Donc, quel cadre contractuel ou quel cadre, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs, on peut donner quand on a des alliances notamment multipartites, comment on peut décrire un projet commun. Donc ça, c'est la première remarque. Et puis la deuxième remarque, c'est que nous, on est gros et que quand on travaille avec des petits, c'est comment on dénature pas non plus leurs projets, comment on les étouffe pas. Et donc, on a décidé quand on fait de l'incubation maintenant, c'est aussi de faire de l'incubation au duo. C'est-à-dire, ce qu'on va incuber, c'est pas tellement l'activité du partenaire avec qui on fait alliance, c'est le projet de coopération en commun qu'on va chercher à incuber. Donc, on va nous s'inclure dans l'incubation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va tester prochainement. C'est l'incubation en duo, où on va se mettre nous-mêmes dans le processus d'incubation. Voilà. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir été claire sur tout, mais moi aussi, je me prêterai bien volontiers au jeu des questions. Peut-être une dernière illustration, excusez-moi, c'est parce que c'est une alliance de type très différent. C'est sur le sujet des compétences dont on a parlé tout à l'heure. On a une alliance aujourd'hui avec l'université d'Aix-Marseille. Donc on est loin d'une alliance économique, où on travaille avec l'université d'Aix-Marseille sur, là aussi en local, en territoire, sur la valorisation des compétences et avec leur formation professionnelle, sur comment on peut faire une forme de VAE des compétences des aidants, des compétences développées par les aidants. Donc voilà aussi un autre type d'alliance qui peuvent se nouer au-delà des alliances de services. Merci Isabelle pour ce témoignage qui nous permet en plus, vous parliez du levier des compétences et donc des richesses humaines, de parfaitement reboucler avec la mise en perspective de notre débat. Je résume donc à l'attention de nos participants. Vous avez entendu 5 visions finalement. La recherche empirique qui a posé les défis des aidants, le groupe Malakoff Humanis qui vient de nous partager la structuration, la manière dont sont développées les alliances innovantes, Interfacia qui a apporté son regard sur les besoins des salariés aidants et de leur écosystème dans l'entreprise employeur, Lors qui nous a partagé les enjeux et les pratiques des entreprises, notamment avec un focus réglementaire, et le groupe Vive avec de nouvelles réponses sur ce sujet ô combien important, sociétal, qui touche différentes facettes. Donc, on arrive maintenant à ce moment collectif de débat prospectif pour articuler finalement comment on peut passer des actions de chacun aux interactions entre tous. Alors, peut-être pour ouvrir les échanges, je vais inviter Charles Benoît à nous partager sa vision. Merci beaucoup et merci pour vos passionnantes interventions qui étaient vraiment dans une continuité absolument parfaite, qui montre bien le continuum finalement nécessaire pour cela. Et je vais repartir de l'étude d'impact de l'ODD 17, celui de la coopération à l'échelle de la France, pour poser finalement la question d'une triple diversité. Et là, je vais dans la continuité directe de ce que Isabelle vient de dire sur la diversité des modes de coopération, mais j'évoquerai aussi la question de la taille des organisations et puis de la question des territoires, de la diversité des territoires. Peut-être juste pour vous dire un mot sur les modes de coopération, ce que montre très clairement l'étude d'impact réalisée avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et l'Observatoire des partenariats. Depuis 5 ans, cette étude d'impact, elle montre bien que finalement les modes de coopération qui allient intérêt général et économie se sont diversifiés. Que ce soit d'ailleurs du côté des structures d'intérêt général, des associations, que ce soit du côté des élus locaux ou que ce soit du côté des entreprises,
Pour prendre le chiffre du côté des entreprises, 54% des entreprises de plus de 10 salariés aujourd'hui pratiquent des pratiques responsables, 28% des coopérations économiques, 26% des innovations sociétales telles que vient de nous les décrire Isabelle, et puis 25% du mécénat. Et c'est intéressant parce que je prends ces chiffres-là parce que ce qui a le plus progressé entre 2005 et 2021, ces chiffres-là étant suivis depuis 2008, la progression la plus importante, c'est sur les coopérations économiques et l'innovation sociétale telle que vient de la décrire Isabelle. Et moi, je pense que c'est intéressant parce que c'est quand, finalement, les acteurs sont actifs entre eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire entre eux? Et ça, cette question, comment est-ce qu'on dépasse finalement la simple capacité à être dans un contrat-échange, qu'est-ce que chacun apporte à chacun, dans un contrat-alliance, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, finalement, notamment sur un territoire. Le deuxième élément que nous apporte cette étude d'impact, c'est de nous rappeler finalement l'importance de tenir compte de la diversité des acteurs. Alors bien sûr, on a parlé de la diversité des profils d'acteurs, mais aussi peut-être la diversité des tailles des acteurs. Rappelons-nous que sur les 1,5 million d'entreprises employeuses, 96% d'entre elles ont moins de 20 salariés. Et rappelons-nous que sur les 1,5 million d'entreprises, 84% d'entre elles sont sans salariés. Et sur nos, 34 800 communes, 97% sont dans des petites communes. Donc, on a cette variété des tailles des organisations qui rend plus complexe, bien évidemment, la capacité à répondre à chacun avec des solutions, effectivement, qui sont compatibles entre elles. Et le troisième point de cette diversité, c'est finalement les territoires, les besoins et les solutions, les réalités de territoire ne sont pas exactement les mêmes à Paris, Nantes, Marseille, Lille et Bressuire, ou Montargis, et quelque part, cette réalité territoriale invite justement à pouvoir réfléchir à ces interactions entre tous, et j'en finirai par dire que finalement, c'est bien ce que les pays du Sud ont exigé des pays du Nord en 2015, lorsqu'ils ont dit, mais oui, très bien, une vision systémique de réponse à l'ensemble des besoins, très bien, mais comment allons-nous faire? Comment allons-nous faire finalement pour être en capacité de répondre à tous les acteurs face à tous les territoires, et là en l'occurrence sur un besoin très précis qui est sur celui des aidants et des aidés. Et je pense que c'est intéressant qu'on se questionne ensemble finalement sur cette triple diversité des modes de coopération, des types d'acteurs et des profils d'acteurs à la fois en statut mais aussi en taille et en territoire. Et peut-être de demander à chacun d'entre vous finalement, pour avoir une forme de continuum, de cohérence globale, pour permettre à tous les aidants et les aidés finalement d'avoir une solution, quel est selon vous l'axe prioritaire ou l'action prioritaire qu'il convient de défricher ensemble pour pouvoir finalement répondre à l'ensemble de ces besoins? Ne répondez pas tout ça à la fois, bien sûr. Si vous voulez, je peux commencer. Alors, j'aime bien l'approche avec les 3 points. Et en fait, si on les met ensemble et qu'on part du territoire, parce que nous, on est profondément convaincus que c'est sur les territoires le plus souvent que ça se passe, même si évidemment, je rejoins ce qu'a dit Isabelle sur la partie ensuite de passage à l'échelle, c'est-à-dire de faire en sorte aussi de pouvoir dupliquer, etc. Mais sur un territoire, alors je crois finalement, il faut déjà se mettre une chose en tête, c'est qu'on a 4 types d'acteurs sur un territoire. On a des collectivités, des gens qui représentent les populations, qui sont là aussi pour gérer un territoire. Et donc, les collectivités, à mon sens, doivent systématiquement, et je crois qu'Isabelle l'a dit d'ailleurs, faire partie des tours de table quand on réfléchit à des solutions concernant l'autonomie au sens large et incluant la question des aidants et des aidés. Il y a un deuxième type d'acteur, mais qui est central, et on l'a dit plus ou moins, mais je crois qu'il faut insister dessus, c'est les représentants ou les organisations qui sont issues des personnes. Je crois qu'on a parlé de AFM notamment, je crois que c'était Charles Benoît qui parlait d'AFM, mais il y en a d'autres, les associations pour personnes handicapées, les associations ou les regroupements de personnes retraitées, etc. Mais il faut absolument que les
personne puisse contribuer ou participer à la construction des solutions. Ça, c'est absolument central. Le troisième type d'acteurs, c'est finalement ce qu'on va appeler les apporteurs de solutions. Hein. Alors, et là, effectivement, on a une diversité énorme entre des acteurs qui viennent du numérique, des acteurs qui sont petits mais avec plein d'idées pour développer quelque chose sur un quartier, etc. Et puis aussi des acteurs plus importants, mais souvent régionalisés, ce qui est le cas de notre groupe. Et puis il y a un quatrième type effectivement qui sont des investisseurs, des gens qui sont capables de venir solvabiliser la solution ou venir contribuer à la solution d'un point de vue aussi financier. Et là-dessus, moi j'exclus personne. Hein. Je pense que là il faut qu'on réfléchisse large. Alors voilà, ça je voulais quand même le mettre sur la table tout de suite parce que ça permet aussi je crois, à tout le monde de réagir dessus, mais je crois que c'est important d'avoir ce genre d'alliance entre guillemets. Et évidemment, et du coup, par définition, les modes de coopération, ils sont variés. Parce qu'en fonction du territoire, en fonction de celui qui va prendre l'initiative, on va avoir alors on peut imaginer par exemple des choses sous forme de SCIC. Hein, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. On peut imaginer effectivement des associations. On peut aussi imaginer des choses qui n'ont pas de structure juridique, mais qui permettent aux gens de travailler ensemble. Hein, et je crois que là, je suis beaucoup plus ouvert sur le mode de coopération. Mais en revanche, l'importance à la fois d'avoir une typologie avec 4 grands types de participants sur des territoires, ça me paraît absolument central. J'aime beaucoup cette définition-là et ça rejoint nous. Ce que j'aime bien appeler finalement le territoire, c'est l'intérêt général à portée de tous. C'est-à-dire et à portée de main surtout. C'est-à-dire que c'est sans doute d'abord à ces niveaux-là qu'on peut mener des expérimentations, les tester et finalement en regarder, en tirer des fils pour pouvoir après les partager plus largement. Et là, je partage aussi l'idée d'Isabelle sur l'importance d'un cadre adapté. Hein. C'est pour ça que dans le cadre de la mission ministérielle que j'ai eu le plaisir de co-présider pendant 2 ans et demi, on a déposé une proposition de loi sur un droit d'alliance d'intérêt général, justement pour que sur ces territoires, on puisse expérimenter sans mettre en risque juridique soit la collectivité territoriale, soit la structure d'intérêt général, soit l'acteur économique qui est derrière, et qu'il puisse vraiment y avoir une dynamique qui se crée ensemble. Peut-être, Gabriel, finalement, comment ça résonne par rapport à cette progressive prise de conscience du management de l'aidance ? Alors, nous, ce qu'on a constaté sur la progression, c'est que au départ, on était vraiment sur cette notion de personnes intrinsèquement fragiles. C'est vraiment quelque chose où, en 2010, quand j'ai commencé à intervenir sur le sujet, on était vraiment dans l'aide aux aidants. Et que de plus en plus, ça a évolué vers c'est un moment de vie. Comme la parentalité est un moment de vie, comme être malade peut être un moment de vie. Voilà, c'est un moment de vie et du coup, il y a cette évolution-là. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience de la part de l'écosystème que cette fragilité, à la fois, il ne faut pas l'ignorer parce qu'il y a quand même des moments où on est fragile. Quand on passe 7 jours sur 7 à être soit au travail, soit en train de s'occuper des charges administratives et tout le reste, quelque part, on travaille et puis en plus, on gère une petite entreprise à gérer les comptes, à gérer les dispositifs juridiques, etc., etc. Donc oui, on peut être épuisé, mais il n'y a pas que ça. Et puis aussi dans l'évolution de l'écosystème, il y a cette approche justement globale de coopération. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup de dimensions de mécénat dans les coopérations et qu'on a vu se développer de plus en plus de partenariats, de réponses de solutions à travers, mais c'est ce que Isabelle tout à l'heure disait, hein, dans ces partenariats inspirants du moment où bien on a des problématiques et on va chercher une solution. Et c'est vrai que moi, ce que je remarque, c'est que ce que l'on vit nous, c'est qu'on vit pas au même rythme ces partenariats. C'est-à-dire que Interfacia, ça a été le fruit de 8 ans d'expérience et puis on en est arrivé à un moment donné, on s'est dit ok, il faut faire quelque chose, mais ce faire quelque chose, nous on n'avait pas de légitimité à remplacer toutes les associations qui avaient des compétences énormes depuis des années et qui avaient attendu personne pour agir.
Et du coup, l'idée, nous, ça a été d'aller rencontrer ces différents acteurs associatifs, publics, entreprises, DRH, etc. et de dire c'est quoi le trou dans la raquette et où est-ce qu'on a des compétences à apporter. Et on ne va pas aller plus loin parce que le reste existe déjà ou bien on n'est pas compétent pour le faire. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'être très conscient de ses forces et de ses faiblesses et pas de réinventer à chaque fois le fil à couper le beurre sous prétexte qu'il y a potentiellement un marché. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans ce qu'a dit... dans ce qu'ont dit Thierry et Isabelle tout à l'heure, c'est qu'il y a une véritable réponse sociétale et un engagement sociétal à apporter des réponses sur ce sujet-là. Et l'argent est un moyen d'agir. Et c'est pour ça aussi que nous, au départ, quand moi, en tout cas, j'ai co-construit Interfacia, c'était avec tout le monde. Quand j'ai voulu co-créer la structure avec des aidants, ils m'ont dit « Oh là là, mais on n'a pas le temps. C'est juste, on peut pas. » Du coup, on a inventé un autre modèle qui était de dire, OK, si vous n'avez pas le temps, eh bien, nous, on se propose que le statut de l'entreprise puisse reverser à la société. Et c'est là où le baromètre est venu en disant, on va fournir des choses à l'écosystème de manière gracieuse, parce que ces chiffres-là, ça coûte de l'argent et ça coûte du temps. On s'est dit aussi que dès qu'on générerait des bénéfices, il y a 25% des bénéfices qui seront reversés à un fonds pour aller vers l'aide à la création d'emplois des personnes aidantes qui n'arrivent pas à créer leur emploi. Et parfois, il suffit de pas grand-chose, c'est-à-dire que de rentrer dans des horaires de travail, fût-il à temps partiel, c'est très compliqué quand on est aidant de personnes qui ont des moments variables. Et du coup, ils n'ont pas forcément les 500, les 1000, les 2000 ou 3000 euros qu'il faut pour créer leur propre activité et le fonds de roulement pour des activités génératrices de revenus qui leur seraient nécessaires. Donc, voilà, ces différents modèles, ils sont possibles, mais ils sont possibles quand on discute effectivement avec les autres parce qu'on n'y pense pas forcément au départ et c'est là où on est pertinent tous ensemble et de toute façon, on n'y réussira que tous ensemble. La problématique est énorme et c'est les uns plus les autres qui nous permettront de pouvoir trouver des solutions. Alors, on a vu la question des territoires, on a vu la question du moment de vie qui finalement ne se vit pas au même rythme et où ça nécessite à réfléchir sur l'assemblage des compétences en subsidiarité pour trouver des solutions. Je me tourne vers vous, Lydie, parce que ça résonne beaucoup avec le groupe de travail qu'on co-anime ensemble sur entreprises et territoires. Et notamment, ça me fait penser au rôle des fédérations professionnelles, finalement, pour que entrent dans un même univers, là, en l'occurrence, les entreprises. Je me souviens du témoignage des entreprises de propreté, comment finalement les plus grandes peuvent aussi aider les plus petites. On a vu l'articulation des différents acteurs, investisseurs, opérateurs, acteurs représentant les personnes elles-mêmes et puis les collectivités. Mais comment aussi finalement entre pairs se soutenir là-dessus. Et ça, c'est le savoir-faire et le talent de l'or, me semble-t-il. Merci, c'est gentil de dire ça, Charles Benoît. Je suis complètement d'accord avec vous. Ça rejoint totalement nos réflexions sur les alliances en territoire. Et je le mentionne en fait de plus en plus à chaque fois que j'interviens dans des instances, typiquement comme la plateforme nationale RSE, où du coup on est en posture davantage de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Et c'est pour ça aussi tout à l'heure que j'insistais énormément sur le rôle des branches et le rôle des secteurs pour pouvoir faire boule de neige. On le voit sur d'autres sujets de diversité. Les plus grosses entreprises au sein d'un même secteur nourrissent par leur guide de bonne pratique, tel que nous on en fait à l'ORS, mais tel que d'autres peuvent en faire. Elles nourrissent par leur guide de bonne pratique les plus petites entreprises. C'est comme ça d'ailleurs qu'on voit qu'au sein du monde mutualiste, il y a un réel investissement sans forcément connotation financière d'ailleurs derrière, je partage tout à fait le constat, mais il y a de réels efforts faits au niveau territorial pour apporter des solutions aux aidants. Vous citiez aussi le secteur de la propreté, c'est un secteur qui réfléchit beaucoup aux solutions qu'il peut apporter pour ses salariés en termes de conciliation vie privée, vie professionnelle, parce que c'est une façon de revaloriser ce secteur par d'autres moyens, par d'autres formes.
en apportant justement ces solutions-là. Donc, ils ont vraiment un rôle de levier très, très important à jouer auprès des plus petites entreprises. En plus, ils ont une obligation de négociation, mais dont ils ne s'emparent pas. Et c'est vraiment là quelque chose sur lequel, de par notre composition en termes de membership, on milite et on se saisit auprès de nos organisations syndicales adhérentes et auprès de nos fédérations professionnelles. Ouais. Et puis, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par le groupe Vive et par Gabriel et puis par la Malakoff Humanis. Il y a des alliances à faire en termes au sein d'un territoire entre entreprises, associations et mutuelles, de façon à pourvoir en termes de prestations de services, que ce soit des solutions de répit, que ce soit du soutien auprès des aidants ou auprès des personnes aidées. Il y a vraiment des choses, des partenariats à inventer au cœur des territoires. Alors, finalement, on voit bien que on est sans doute, et la dernière intervention qui vient d'être mise sur le fardeau d'un aidant n'est pas uniquement à la charge d'intervention de l'aidant, mais également l'impact psychologique. Et comment considérez-vous l'impact psychologique? Je trouve que ça nous amène justement à la capacité de dire comment est-ce qu'on peut aussi articuler finalement des réponses techniques et des réponses de proximité. Et je disais, mardi, pas plus tard que mardi, nous lancions, après 5 ans de préfiguration, la Fondation des territoires. Et je me tourne un peu vers vous, Isabelle, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, et nous avons la chance de suivre finalement les expérimentations territoriales de votre groupe depuis 2018, et vous avez mis en place en territoire ce rôle de référent ancrage territorial, et c'est vraiment une innovation extrêmement intéressante, parce qu'on se rend compte finalement que la question n'est pas le lien entre le territoire national et une logique top-down ou bottom-up qui verrait mieux ou qui déciderait des sujets. C'est surtout une question de l'horizontalité de ce qui se passe sur un territoire par rapport à la verticalité finalement nécessaire dans un cadre d'action commun. Et finalement, on voit bien que le premier kilomètre des besoins d'un territoire ou des besoins d'une personne, se pense pas, ne se réfléchit pas exactement comme le dernier kilomètre d'une solution que l'on conçoit finalement pour ces mêmes territoires ou ces mêmes solutions. Est-ce que vous pouvez revenir quelques minutes sur finalement l'articulation, votre travail entre les territoires et le national, justement pour appréhender cette innovation dont vous parliez? Parce que finalement, ce qui est très intéressant chez vous, c'est qu'il y a une forme d'aller-retour entre le territoire et le national, justement pour appréhender des sujets qui ne peuvent pas s'appréhender de façon globale et seulement technique. Oui, alors on peut citer un exemple. On a une expérimentation qui est très aboutie. Alors c'est même plus une expérimentation sur le territoire, qui s'appelle la ressourcerie, qui est un lieu justement pour accueillir des aidants et leur offrir à la fois, enfin leur permettre d'accéder à la fois à du temps de répit, mais aussi à du conseil. Voilà, donc c'est un lieu où l'idée, c'est progressivement d'être dans des situations de confiance et de lâcher prise pour pouvoir effectivement solliciter les aides possibles. Ce lieu, il a été entièrement conçu en territoire par rapport à un diagnostic qui avait été fait en territoire, et puis c'est une expérimentation qu'on a soutenu méthodologiquement, mais qui a été complètement sous le pilotage du territoire, et pour lequel aujourd'hui on s'interroge sur la modélisation de ce tiers-lieu, mais pas dans une logique Malakoff Humanis va dupliquer, va en faire tout plein un peu partout, mais aussi dans une logique de dire comment on peut aider d'autres acteurs à partir de cette expérience et de cette modélisation à dupliquer, à apporter cette réponse dans d'autres territoires, dans d'autres configurations aussi peut-être, dans d'autres types de lieux, mais en tout cas vraiment faire bénéficier de cette ingénierie, de ce retour d'expérience, parce que c'est plus que de l'ingénierie, il y a un vrai retour d'expérience, il y a eu une mesure d'impact, etc. À d'autres. Alors pour nous,
si on a envie de le dupliquer, mais aussi à disposition d'autres acteurs. Voilà. Et donc là, c'est là où le national peut aider à de la modélisation. Mais de toute manière, la recherche d'autres acteurs qui ont envie de dupliquer, il se fait en territoire. Donc c'est un modèle d'articulation. Après, on a des expérimentations. Je parlais tout à l'heure de ma petite communauté de seniors aidants. Clairement, on s'est dit c'est bien cette communauté un peu animée au niveau national de seniors aidants, mais comme vous parliez du dernier kilomètre, on sait aussi qu'à un moment il y a des spécificités territoriales, il y a des types de réponses territoriales, il y a des solutions territoriales, et donc on a dupliqué en fait cette communauté nationale en communauté territoriale, avec même l'expérimentation de pouvoir permettre à ces personnes qui appartiennent à la communauté territoriale de se rencontrer, donc d'aller jusqu'à d'une communauté virtuelle, enfin d'une communauté réseau social, aller pouvoir se rencontrer sur le territoire. Et là, bien sûr, on est complètement avec l'aide du relais du territoire pour pouvoir le faire. C'est clair. Voilà une manière d'articuler. Et puis souvent, des expérimentations qui ont pu être conçues dans un bureau au niveau national, de toute manière, elles ne peuvent s'expérimenter qu'au niveau local. Hein. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, vous bouclez la boucle, c'est-à-dire qu'à la fois, la question entre la complémentarité entre le national et le territoire, avec la capacité du national d'apporter effectivement cette capacité de modélisation, de plateforme collective, etc., et cette capacité du territoire à finalement inventer la solution qui est vraiment cohérente par rapport à la situation du territoire. Mais vous nous redonnez aussi la logique entre numérique et proximité, c'est-à-dire que finalement, on voit bien que si on veut réussir l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, il faut qu'on sorte de la logique du « ou » pour aller dans la logique du « et ». Et c'est sans doute ça qui, finalement, reboucle la boucle avec ce qui a été dit aujourd'hui dans sa globalité. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Je crois qu'on avait vraiment voulu que ce moment sur les aidants, qui est un peu à mi-chemin de notre parcours, hein, n'est-ce pas, cher Yann, soit vraiment sur cette question de comment inventer ensemble, à la fois au niveau national et territorial. Et puis, vous l'avez redit aussi, Thierry, la question finalement du rôle des investisseurs derrière ces sujets-là. Alors, avant de passer la parole à Yann pour nous parler du prochain, peut-être juste un mot chacun d'entre vous. Si vous aviez une baguette magique, c'est bien, on a des baguettes magiques quand on est dans nos webinaires prospectifs. Une action très simple mais très concrète, si vous aviez une solution une action à engager pour qu'en 2030, nous puissions nous retrouver ensemble et dire, voilà, on a réussi à passer de l'action de chacun, de la qualité de chacun aux interactions entre tous. Quelle est, selon vous, l'action concrète qu'il faut en priorité mettre en débat, partager, creuser, investiguer sur ce sujet-là? Vous savez qu'on est un laboratoire de recherche et qu'on se donne 7 ans, ça ne fait pas peur. Qu'est-ce qu'il faut qu'on réussisse dans les 100 ans à venir? Cher Gabriel. Je suis contente de commencer. Pour moi, le sujet sur lequel on devrait se pencher, c'est travailler ensemble sur les apports concrets de l'aidance. C'est-à-dire qu'on sait bien que de toute façon, on ne va pas pouvoir répondre… Non, stop, c'est vraiment un coup de baguette magique. Travailler sur les apports concrets de l'aidant, je pense que c'est très concret, justement. Donc, merci Gabriel. Merci baguette magique. Rendez-vous en 2030. C'était une petite baguette. Ça sera fait. Chère Lilia. Alors, moi, je vais prendre le prisme entreprise et employeur. Ce serait d'avoir une approche systémique de l'aidance dans tous les process RH et la gestion des carrières, etc.
C'est ça qui va aller avec la valorisation des compétences des aidants, avec le fait qu'ils soient maintenus dans l'emploi, qu'ils soient reconnus, qui va réformer aussi l'organisation du travail à l'aune de la conciliation vie privée, vie professionnelle avec des responsabilités fortes, une approche systémique. Merci Lydie, c'est parfait. Et on n'a pas à attendre 2030 puisque on vous invite avec Lydie au prochain groupe de travail entreprises et territoires sur l'innovation sociétale. Je pense qu'on pourra réouvrir un certain nombre de débats qui ont été ouverts aujourd'hui. Isabelle. Très, très simplement, c'est avoir une vision positive de l'aidance. Je pense qu'à partir du moment où on aura une vision positive de l'aidance avec tout ce que cette expérience de vie apporte de compétences, d'enrichissement, etc. Enfin, alors, je suis peut-être bien sûr un petit peu excessive, mais en tout cas, quand on aura une vision positive de l'aidance, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas, parce que ça permettra, alors je suis désolée pour ma baguette magique qui est un peu longue, mais ça permettra aussi de mieux détecter les aidants, puisqu'on aura moins honte de se déclarer aidant au niveau de l'entreprise, on ne sera pas vu comme une personne fragile, on ne sera pas... donc, parce que nous, notre vrai sujet, je pense qu'on le partage avec tous les acteurs qui travaillent sur l'aidance, c'est la détection de l'aidant, c'est comment on va le repérer, comment on va le chercher, pour qu'ils viennent solliciter des services. Merci. Thierry. Il faut activer votre micro, Thierry. Oui. Voilà, c'est ça d'être discipliné. Je vais reprendre l'idée de départ. Là, je crois que le cadre facilitateur, je vais essayer de le formuler comme ça, le cadre facilitateur d'alliance d'intérêt général sur les territoires, faire en sorte qu'on ne soit pas sur un cadre national, machin, on l'a vu avec le Covid, hein, mais d'avoir un cadre facilitateur pour des alliances d'intérêt général public-privé, ça, c'est un super truc à obtenir. Parce qu'on a une nouvelle législature là. Allons-y. Je tiens à dire à tout le monde que nous n'avons absolument pas soudoyé Thierry en début de... Mais non, mais avec ce que j'ai dit tout à l'heure, je pouvais dire que ça. Hein. Oui, non, mais nous sommes d'accord. Mais moi, j'avais compris que c'était pas en 2030, ça. Avoir une vision positive de l'aidance en travaillant sur des apports concrets, permettant une approche systémique du sujet, et en ayant, bien évidemment, pour le faire, un cadre facilitateur des alliances d'intérêt général sur les territoires. Merci, je crois qu'on a vraiment bouclé la boucle et quelque chose de très concret. Et j'espère bien que la baguette magique ne va pas attendre 2030 pour pouvoir être mise en œuvre. Merci. Alors, après ces échanges passionnants, on arrive au moment de réserver les dates. Prochaine date, après l'été, le 15 septembre, donc notre prochain webinaire portera sur l'éducation, CAP 2030 vers les nouveaux modèles de l'éducation, et sera organisé en partenariat avec la Fondation Total Energies. Un très grand merci à chacune et à chacun des intervenants pour ces propos inspirés et inspirants. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée à tous.